Aujourd'hui, j'ai envie de faire comme j'ai fait il y a quelques mois. J'ai envie de parler de confinerie, de confinement, de ce qu'on est en train de vivre. Mais moi, je ne suis plus du tout en train de vivre la même chose. Et en même temps, c'est pas moi qui la vis. Je vous explique, on en parle. Ce n'est pas le même confinement parce que c'est un deuxième, je n'ose dire un second, confinement. Et en même temps, pour moi, beaucoup de choses ont changé depuis cet été parce que on a appris qu'un de mes proches, mon père, était malade. Et c'est la principale raison qui fait que je suis confinée avec lui et non plus comme je l'étais l'an dernier. Et j'y réfléchis beaucoup. J'ai d'abord envie de parler un peu de ce texte de Virginia Woolf et je ne sais même pas de quand il date en fait. 30 2002 dans l'édition électronique que j'ai de la maladie. Je vous lis le début. Considérant combien les maladies sont répandues, le chamboulement spirituel qu'elles entraînent, la stupéfaction que nous cause en cas de santé déclinante, la découverte de contrées jusqu'alors inexplorées, les friches et les déserts de l'âme que le moindre symptôme de grippe fait surgir, les précipices et les pelouses parsemées de fleurs bigarrées qu'une légère poussée de fièvre révèle, les chaînes antiques et inflexibles déracinées en nous sous l'effet d'une indisposition, la façon dont nous sombrons dans l'abîme de la mort et sentons les eaux de l'anéantissement se refermer juste au-dessus de nos têtes avant de nous réveiller, pensant être en présence des anges et des harpistes lorsque nous nous faisons arracher une dent, et revenons à nous sur le fauteuil du dentiste, confondant ces « rincez-vous la bouche » avec les paroles de bienvenue d'une divinité se penchant du paradis pour nous accueillir. Lorsque nous y réfléchissons, comme les circonstances nous y forcent bien souvent, il nous semble soudain pour le moins étonnant que la maladie ne figure pas à côté de l'amour, de la lutte et de la jalousie parmi les thèmes majeurs de la littérature. Il devrait exister, nous disons-nous, des romans consacrés à la grippe et des épopées à la typhoïde, des odes à la pneumonie et des poèmes lyriques à la rage de dents. Or, il n'en est rien, à de rares exceptions près. De Quincey entreprend quelque chose de similaire dans Le Mangeur d'opium, et on trouverait bien un tome ou deux sur la maladie disséminée chez Proust. La littérature s'évertue à répéter qu'elle a pour objet l'esprit, prétendant que le corps est une paroi de verre transparente, à travers laquelle l'âme peut percevoir distinctement et que, mis à part une ou deux passions comme le désir et la cupidité, le corps est néant, quantité négligeable et inexistante. Mais précisément, c'est l'inverse qui est vrai. Jour et nuit, le corps se manifeste, s'émoue sous sa fute, se rembrunit tout pâli, se change en cire dans la chaleur du mois de juin avant de redevenir suif dans les ténèbres de février. L'être vivant en nous doit se contenter de regarder à travers cette vitre, salie ou flatteuse, mais il ne peut, ne serait-ce qu'un instant, être détaché du corps comme l'étui d'un couteau ou la cosse d'un petit pois. Il lui faut endurer toute la gamme des changements d'état, chaud et froid, bien-être et mal-être, faim et satiété. C'est un mot compliqué à prononcer. Santé et maladie jusqu'à ce que survienne l'inévitable catastrophe. Le corps se brise en 1000 morceaux. Et l'âme, dit-on, s'en échappe. Hors de tout ce drame quotidien du corps, aucune trace ne subsiste. On décrit toujours les activités de l'esprit, les pensées qui se forment en lui, ses nobles projets et la façon dont il a civilisé le monde. On le représente dédaigné du corps dans la tour d'ivoire du philosophe, ou bien avide de conquêtes ou de découvertes, l'éperonnant comme on pousse un vieux ballon de football en cuir sur des lieux de neige et de désert. Ces grandes guerres que livre le corps à l'esprit qui lui est assujetti dans la solitude de la chambre à coucher, pour résister à l'assaut de la fièvre ou à un accès de mélancolie, sont passées sous silence. Pour considérer ces luttes honnêtement et sans détour, il faudrait avoir le courage d'un dompteur de bêtes sauvages, disposer d'une philosophie à toute épreuve et d'une raison enracinée dans les entrailles de la terre.
Faute de quoi ce monstre, le corps, et ce miracle, sa douleur, auront-ils fait de nous entraîner vers le mysticisme, ou de nous pousser à prendre notre essor à tire d'aile vers les hautes félicités du transcendantalisme. Le public risque fort de trouver qu'un roman consacré à la grippe manque d'intrigue et se plaindra de l'absence d'amour. À tort d'ailleurs, car la maladie se dissimule souvent sous ce masque et joue les mêmes tours bizarres. Elle confère un air divin à certains visages, nous fait guetter, des heures durant l'oreille tendue, le craquement d'un escalier, et par la figure des absents, pourtant bien quelconque d'ordinaire le ciel m'est témoin, d'une nouvelle signification, tandis que l'esprit concocte à leur sujet 1000 légendes et idylles, ce à quoi il n'a guère d'habitude, ni le temps, ni l'envie de s'adonner. Le dernier obstacle à la description de la maladie en littérature, c'est l'indigence de la langue. L'anglais, capable de donner voix aux pensées de Hamlet et à la tragédie du roi Lear, est pris de court par le frisson et la céphalée. Tout son développement s'est limité à un seul domaine. Lorsqu'elle tombe amoureuse, n'importe quelle écolière peut faire appel à Shakespeare ou à Keats pour s'exprimer. Mais qu'une personne souffrante tente de décrire un mal de tête à son médecin, et le langage aussitôt lui fait défaut. N'ayant rien à sa disposition, la voilà obligée d'inventer elle-même des mots, et sa douleur dans une main, et un morceau de son pur dans l'autre, comme l'a peut-être fait le peuple de Babel à l'origine, elle espère faire naître de leur entrecrochement un vocable entièrement neuf. Il en résultera probablement quelque chose de ridicule, car quel anglais de souche peut s'autoriser à prendre des libertés avec la langue ? À nos yeux, c'est une chose sacrée et, partant, condamnée à périr, à moins que les Américains, dont le génie est bien plus heureux dans la création de nouveaux mots que dans le maniement des anciens, ne viennent à notre secours en rouvrant les vannes de l'invention. Cependant, ce n'est pas seulement d'une langue neuve que nous avons besoin, plus primitive, plus sensuelle, plus crue, mais d'une nouvelle hiérarchisation des passions. L'amour doit être détrôné en faveur de 40 degrés de fièvre, la jalousie s'effacer devant les élancements de la sciatique, l'insomnie jouer le rôle du traître, et le héros s'incarner dans un liquide blanc au goût sucré, le puissant prince aux yeux de phalène et aux pieds vifs qui répond, entre autres, au nom de Chloral. Je vais en rester là. Que nous dit Virginia? Alors, c'est plus long de la traductrice, je crois que c'est Lise Guiraud. Je le mettrai en description. Elle est magnifique, cette idée d'une littérature de la maladie. Elle a été un peu faite, pas beaucoup, un peu. Je pense à la Montagne Magique que j'ai évoquée et trop peu lue. Ça, on le sait déjà. Et surtout à cette absence et de langue et d'intrigue, comme des mots qui ne fonctionnent pas. C'est-à-dire que la maladie, c'est une rupture. Et en même temps, on sait bien, au moins depuis qu'Angoulême et son normal et pathologique, que la frontière même entre le normal et le pathologique, c'est-à-dire entre la maladie et la bonne santé, c'est une norme. Et ça, en fait, quand on l'a dit, ça permet de résoudre ou de questionner ce que va être, par exemple, une douleur chronique. Est-ce qu'une douleur chronique est une maladie ? Est-ce qu'un handicap est une maladie ? Mais la maladie est la maladie. Et ça, c'est quelque chose qui, bien sûr, dans ma naïveté du premier confinement, je voyais avec une peur et une angoisse qui ont été bien présentes, et vraiment là, et j'ai été bien prudente, mais qui ne fonctionnent pas complètement tant qu'on n'y est pas confronté au moins de près. Et la maladie, ça va être quelque chose qui se vit au quotidien, mais qui se vit selon une temporalité très particulière qui est bien celle du confinement. Et bien sûr que pour nous, le confinement est tombé comme une bénédiction. J'ai plus besoin de prendre le risque de tomber malade et je peux être ici. Si ça peut vous consoler du confinement. Mais dans ces confineries, je vois bien l'absence d'intrigue et en même temps je vois bien le vocabulaire de la lutte et de la guerre, et nous sommes en guerre et on se souvient bien de ce qui pouvait être dit, de cette étrange synthèse entre la guerre et la question d'une crise sanitaire.
avec ce décalage entre les moyens qu'appelle une crise et les ordres qui sont les conséquences des guerres. Maintenant, il y a quelque chose qui est à l'ordre du jour et qui change mon quotidien en ce qu'il le ramène au quotidien. Et c'est ce que faisait déjà le confinement, alors que le confinement ne faisait que répéter ce qu'était pour moi l'après-thèse. Et ça amène quelque chose d'extrêmement étrange et assez oppressant, littéralement oppressant. C'est pas opprimant, c'est vraiment une oppression, parce que ça peut être un peu étouffant, mais ça c'est vraiment lié aussi aux conditions différentes de ce confinement. J'ai lu un article sur Lundi Matin des jours derniers, un billet, j'oublie qui l'a écrit, c'était quelqu'un que je ne connaissais pas, qui disait « ce n'est pas un confinement, c'est un arraisonnement ». Parce que l'arraisonnement, c'est la période avant le confinement d'un bateau. Et donc où le bateau va se déplacer, mais il n'a un déplacement que contrôlé, justifié, motivé et attesté. Et ça, c'est vrai que ça change beaucoup de choses. Moi, je n'ai plus à me déplacer pour travailler. En fait, je peux me déplacer pour travailler, sauf que mon travail, maintenant, je le fais depuis chez moi. Et mon chez-moi n'est plus mon chez-moi puisque je suis revenue chez mon père pour être auprès de lui. Donc, qu'est-ce qui advient de ça ? En fait, je ne sors plus que pour faire des courses. Et encore pas beaucoup, et encore, c'est pas toujours moi qui m'y colle. Qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là ? Eh bien, on est dans cette espèce toujours d'attente, alors même qu'on nous avait annoncé une guerre et de l'épique. Et finalement, les pics, on l'a qu'à distance, médiés par les écrans, les chiffres quotidiens, des décès, des diagnostics. Et c'est abominable de n'avoir ça que par des chiffres. Et en même temps, je ne supporterais pas d'avoir presque 400 portraits par soir. Ça ne serait pas possible. Et il y a quelque chose de toujours aussi triste dans la statistique, que l'on connaît bien pour cela, mais la statistique quotidienne, elle déshumanise d'autant. Et il y a comme ça ce repli qui est très étrange parce que pour moi, il ne s'accompagne pas ce semestre d'une lenteur parce que cette année, enfin ce semestre, ce n'est pas un cours que j'ai, c'est 3 danses complets, donc 2 avec CM, et dont un CM que j'écris entièrement cette année, dont les copies, etc., plusieurs TD. Je suis vraiment fatiguée. Je suis vraiment très fatiguée de faire tout ce qu'il faut faire en post-thèse, plus toutes les copies, et tout cela sur Zoom, et tout ce que le quotidien ramène de quotidien, et qu'il faut faire. Et c'est comme ça. Je me suis endormie il y a 2 nuits en me disant que c'était quand même bien étrange, parce que c'était des vacances où je ne travaillais pas. Mais oui, je me sens en vacances, parce que maintenant, ici, normalement, c'est devenu la maison où je viens en vacances. Et donc où je vais travailler, mais où je ne vais pas donner cours, alors que maintenant je donne cours dans la cuisine. Avec ce truc complètement dément de se dire que ces vacances, c'est le... Qu'est-ce que je voulais dire par là ? Qu'en vacances, normalement je travaille parce que je travaille pour moi et que je peux avancer la recherche. Et ça, je ne peux pas tellement le faire en ce moment. Je peux faire de l'administratif, je peux faire plein de choses. Et des petites choses, je réfléchis quand même beaucoup. Mais en fait, je n'arrive pas à avoir 1 heure pour moi, ou une après-midi, pour vraiment avancer la recherche. J'arrive à avancer mes cours, mais en fait, mes cours sont plus urgents pour le moment. Et ça, c'est un problème pour mon emploi du temps. Et c'est un problème de me dire, oh là là, c'est étrange, ce sont des vacances où je ne travaille pas, parce que je ne suis pas en vacances et je travaille beaucoup. Mais ce n'est pas le travail que je veux mener, et je ne peux pas mener d'ailleurs le travail que je dois faire de la façon dont je voudrais le faire, c'est-à-dire, c'est pas que je ne veux pas le faire, c'est que je veux aussi faire le reste. Et on n'est pas censé se dire, oh là là, que c'est triste de ne pas travailler en vacances. Enfin, rien n'allait dans ces propos hypnagogiques. Mais quelque chose là se noue qui... J'avais vraiment l'impression d'une énorme dilatation temporelle sur le premier confinement. Et maintenant, je commence à voir quelque chose qui va être semblable et qui en même temps n'empêche pas le surmenage. Parce que j'en suis très proche.
Par exemple, corriger une copie sur ordinateur, ça me prend 1 heure. À peu près, un peu moins d'1 heure selon les copies. Ça peut me prendre 1 heure. Bon, j'ai une 50aine d'étudiants, ne serait-ce qu'en L3. J'ai pas une 50aine d'heures par jour, par définition. Donc qu'est-ce qui se passe avec tout ça? Eh bien, c'est l'hypersollicitation, ce sont les mails constants, et c'est aussi le fait de ne pas être seule. Je n'étais pas seule au premier confinement, mais de l'être d'autant moins, parce que je ne suis pas seulement avec mon père, je suis avec mon père et la maladie. Et ça amène des choses qui sont vraiment différentes, sans pour autant être dans un regard apitoyé ou pathétique ou regardé en malade. C'est quelque chose qui a commencé à frémir à un moment et qu'on a repoussé, qu'on n'a pas voulu laisser s'installer. Parce que on a un quotidien de malade, mais mon père va par exemple faire ses courses, enfin, il n'est pas alité du tout. Mais on adapte le quotidien et surtout on adapte la temporalité. Alors on adapte bien sûr la géographie, et le confinement tombe encore une fois comme une bénédiction, mais on adapte la temporalité, c'est-à-dire que les échéances sont encore plus courtes qu'elles l'étaient juste au niveau de ce qui était pour moi confinement ou après-thèse, quoi. C'est-à-dire prochain rendez-vous chez le médecin, prochain examen, etc. Et on ne se pose pas d'autres questions. Voilà. Il y a eu une temporalité très compliquée parce que il y a eu un soupçon de maladie, puis la découverte de la maladie entre la fin de cet été et la rentrée. Ça a été en fait assez rapide, globalement, mais ça a été très long et très angoissant. Et la confirmation a elle aussi été de l'ordre de plusieurs semaines. Et là, ce sont des semaines où j'ai entièrement vécu en étant d'abord une douleur au ventre. Bon, une énorme boule d'angoisse, hein. Mais cette douleur au ventre, elle a disparu quand on a su et quand les choses se sont enclenchées. Et le confinement a amené étrangement et du surmenage et une moindre angoisse. Bon, si on distingue un peu les choses, ça veut dire plus de stress et moins de peur. Le stress en tant que, il y a des contraintes, hein. Il y a les mails, il y a les zooms, il y a les cours, il y a toutes ces choses qu'il faut faire et faire vite et bien, parce qu'il faut faire les choses bien, ou au moins aussi honnêtement et aussi bien que possible. Et il y a ça, quoi. Il y a voilà, ces choses qui sont entrées dans mon quotidien comme des gestes qui sont nouveaux, qui ne sont pas des gestes du tout thérapeutiques ou de soins. Hein. Ça, je m'en détache autant que possible, et tant que c'est possible. Et je pense que ça va être possible très longtemps, voire toujours, de ne pas prendre soin en soignante de mon père. En tout cas, c'est une chose dont on a parlé, mais qu'on n'inclut pas dans nos perspectives. Mais de prendre soin, vraiment dans le sens du care, du lien affectif. Et en fait, ce care, c'est quelque chose qui se répète. Et cette répétition, elle peut être fatigante, elle a un poids, et en même temps, elle a une beauté. Voilà. C'est faire à manger. C'est faire la vaisselle. Pas forcément tout de suite après le repas. C'est voilà, des gestes qu'on a, des habitudes qu'on a ajoutées à notre quotidien, comme eh bien, le soir, on boit une infusion et je coupe et je pèle une poire pour mon père que je dépose en lamelles sur un joli ramequin, sur une coupelle décorée. Et pour le faire manger plus, et pour le déshydrater, et puis parce que je pique un peu de poire, parce que c'est bien bon la poire. Et à chaque fois que je pèle cette poire, je pense au vol des poires de Saint-Augustin. Je me dis que quand même c'est bien bon les poires. Et il y a comme ça quelque chose qui s'est complètement restreint et qui peut plus être mis en intrigue dans tout ça. Et voilà, bon, j'ai parlé la semaine dernière des livres que je n'ai pas lus. C'est évident qu'un été qui a commencé donc tard pour moi et qui se finit de cette façon-là,
avec pas mal de deuil, en fait, cet été et depuis, n'est pas, le deuil en plus, je veux dire, n'est absolument pas une période très propice à l'écriture d'un grand roman ou je sais pas moi, d'un immense traité. Et pourtant, le boulot, il est là. Hein, et il se fait le boulot, il se fait vraiment. Mais il y a quelque chose là-dedans qui est du petit, qui n'est pas mesquin, qui n'est pas de la petitesse, et qui en même temps n'est pas dans les mêmes bornes, qui n'est pas dans les mêmes lieux, et ces lieux n'ont pas la même transparence ou la même porosité. Ce n'est pas que je me sens enfermée dans les murs, c'est comme au premier confinement que je n'ai plus envie de sortir, que je n'y pense plus. Moi je pensais, j'aurais cru avant tout ça, que j'aurais eu des envies de sortir absolument puisqu'on m'enferme. Et en fait, je suis terrifiée de voir à quel point je me fais bien à l'enfermement et à quel point je m'adapte vite, affectivement, à cette nouvelle situation, qui est celle et du confinement et de la maladie, qui n'est plus pour moi la peur, mais qui est quand même une grande prudence, et qui passe par ce geste du quotidien. Ces gestes exactement du quotidien, qui me font penser à Chantal Akerman, que je connais encore mal et que je regarderai plus. Qu'est-ce qu'elle en fait, Woolf ? J'aime beaucoup cette idée d'une épopée de la typhoïde, et, enfin je ne sais plus les exemples exacts qu'elle prend, mais en fait, ce que je ne sais pas, ce que je ne comprends pas dans ce texte, c'est si il s'agirait de raconter le microbe, ça a été un peu fait en poésie scientifique, dans des textes assez rares. S'il faut penser à des jeux vidéo comme Plague, où il s'agit d'organiser une pandémie mondiale, si possible pour exterminer l'humanité. Et c'est un jeu dont les ventes ont explosé au début du confinement, du premier. Mais ça permet de bien comprendre ce qu'est une épidémie, c'est assez intéressant. Ou si c'est du point de vue du malade, après le reste du texte est beaucoup plus du point de vue du malade. Mais l'épopée de la maladie, est-ce que c'est l'épopée du malade ? Et ça veut dire quoi une épopée du malade ou de la maladie ? Avec cette question qui est extrêmement délicate, que moi je ne suis pas malade. Et il y a une frontière qui est quand même assez difficile à poser entre ce qui est de la maladie de mon père et de ce que sa maladie me fait. Et de ce qu'elle nous fait collectivement, dans notre famille, notre entourage proche, etc. Parce qu'une maladie, c'est quand même un processus qui est souvent collectif, pas toujours, mais qui est souvent collectif. Et en tout cas, que j'ai œuvré à rendre collectif. Parce que moi, je ne voulais pas être toute seule. Mais voilà, il y a ça, et c'est l'épopée de qui qu'il s'agit de raconter. Est-ce qu'il peut même y avoir une épopée de la maladie ? Parce qu'elle parle des luttes. Nous sommes en guerre. Mais je crois que je l'avais dit ça dans une vidéo précédente. Mais quand on est en guerre, on passe quand même beaucoup de temps à attendre des ordres, à attendre ce qui va se passer. Et ce temps d'attente, là, cette dilatation où on se dit qu'est-ce qui va se passer, et qu'on a collectivement, je veux dire, à un niveau assez large, national, mondial, etc., en attendant les déclarations du Premier ministre, du Président, quelle date pour le confinement, quelles précautions, etc., qui ponctuent, qui rythment, qui scandent. Il en est quoi au niveau mondial, quel pays, etc. Enfin, toutes ces infos. De très loin qui permettent d'avoir un peu de chez soi. Bon, le confinement, globalement, ça a été une mise en attente, quoi. Pour éviter le contact, etc. Ça, on l'a bien compris, mais la préservation, elle est passée par une mise en attente qui était une mise en retrait. Et là, je fais partie donc des gens qui sont vraiment confinés, en raison de leur métier.
j'ai déjà plus travaillé dans ma vie, mais je suis pas loin. C'est-à-dire que j'ai pas l'impression de beaucoup travailler parce que je suis beaucoup interrompue par plein de choses. C'est dur de me concentrer longtemps, mais vraiment je travaille beaucoup. Et il y a juste ça, cette semaine je fais ça, cette semaine je fais ça, et un peu plus loin je vais faire ça. Mais là ce que je calcule c'est un petit peu au prochain semestre, pas plus, pas beaucoup plus. Et en fait le confinement spatial, géographique, c'est vraiment un confinement temporel. C'est un confinement mental qui devient un confinement temporel. J'étais un peu surprise au premier confinement de « Ah là là, on fera quoi quand on sera déconfiné ?» De voir à quel point je ne m'imaginais plus déconfiné. Bon, il faut dire que j'ai lu des gens pas très marrants. Mais elle reste quand même bien là, quoi, cette question de c'est quoi penser demain, quoi. Et moi, donc voilà, j'avais des amis qui voilà, se posaient vraiment ces questions, on fera ça, il va se passer ça. Qui imaginaient un déconfinement où on se mettrait tous à courir dans les rues. Ben non, ça se passe pas comme ça, parce que c'est justement pas une libération façon 39-45 ou ce genre de choses, quoi. C'est une drôle de guerre, comme on dit. Et c'est vraiment une drôle de situation. De savoir qu'on vit un truc qui a cette dimension mondiale, qui est quand même un péril. On n'est pas du tout dans le taux de mortalité d'Ebola, mais c'est quand même une maladie qui est vraiment sérieuse et qui peut avoir des séquelles lourdes. Et on attend. Et en même temps, bah, cette attente, elle n'est pas vide, elle est pleine de gestes. Et de poires qu'on découpe. C'était comme ça quelques petites réflexions en vrac pour ce retour aux confineries. S'il vous plaît, ne me demandez pas comment je fais, j'aime pas cette question. Mais je l'aime jamais, de toute façon. Et on va continuer à lire. Je vous dis à bientôt.